Hello, bienvenue sur la SDA JCE TV. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro, j'ai failli me tromper. C'est un plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps, peut-être que vous vous y attendiez pas, peut-être que ça ne vous fait pas plaisir, peut-être que ça vous fait plaisir, j'espère quand même un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, je suis Arakis de la SDA JCE TV et je pense que si tu veux un autographe, je ne te le ferai pas payer. Et donc voilà, bienvenue sur la SDA JCE TV. Au sommet de cette émission, un petit deck tech, mais pas que. Je vais te reparler d'un deck tech que j'avais fait déjà il y a super longtemps pour te parler d'un nouveau deck tech que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est le Prince de Bel-Air. Alors, je te parle d'abord de la version initiale. Bon, là, c'est la V2, mais c'est pas très grave. Qui a eu énormément de succès, un petit cœur. Je pense que la V1 avait fini à la poubelle, malheureusement. Je t'invite, je mettrai le lien en descriptif, à aller mettre des petits pouces vers le haut sur ce deck fabuleux et formidable. Alors, ne regarde pas trop les sideboards. Mes sideboards, c'est complètement anarchique. C'est du test dans mes sideboards. Donc, à la base, ce deck, je voulais utiliser le Prince Imrail, que moi j'aime beaucoup. Le Prince Imrail pour sa capacité qui dit que tu peux dépenser une ressource de sa réserve pour rechercher le top 5 cartes de ton deck après un allié qui partage un trait avec lui. Il faut savoir que, à nouveau, le Prince Imrail a 3 traits: Gondor, Noble et Guerrier. Et dans ces 3 traits-là, Gondor et Guerrier, principalement, tu vas trouver quand même pas mal de monde au niveau de tes alliés. Et donc, je voulais coupler ça avec Theodred du corset. Non pas parce qu'il a une très bonne capacité de quête, non, c'est plutôt parce qu'il peut automatiquement envoyer sa ressource sur le Prince Imrail et alimenter cette mécanique. Pour booster tout ça, et on va en parler, l'attachement des héritiers de Mardil. Et en gros, le triptyque, il fonctionne avec ça. On va y venir. Le 4e héros, d'entrée de jeu, c'est Éowyn 2. Pourquoi ? Parce que on est sur un deck monosphère qui principalement va jouer sur le tactique, et que la tactique en quête, c'est quand même pas foliche. Surtout qu'on peut pas se baser sur Theodred pour avoir un bon niveau de quête au début de jeu. Donc avec ces 3-là qui partent en quête tour 1, je vais arriver à un score de 7 en quête, qui est plutôt honorable pour un deck principalement tactique avec Theodred. Éowyn, elle sert à ça, on va pas se leurrer. Et surtout, de 28 de menace de base, avec le -3 d'Éowyn, on commence à 25. Donc on est relativement bas en menace pour 7 de quête entrée de jeu. Je trouve que c'était franchement pas un mauvais choix. C'est un deck relativement fun, c'est pas un deck ultra élitiste, mais c'est un deck surtout qui est, et on va y venir un peu plus loin, qui est très couteau suisse et très sandbox. Donc c'est un bac à sable. Tu peux faire un petit peu, tu peux t'approprier le deck de la façon dont tu veux. Et on va y venir un peu plus loin dans la vidéo. Donc l'idée de base, c'était vraiment ça, et de jongler avec ce triptyque. Theodred qui envoie sa ressource quand il part en quête. Donc j'envoie Prince Imrail en quête, puis j'envoie Theodred en quête. Après que Theodred soit parti en quête, tu choisis un héros qui est déjà parti en quête et tu lui envoies une ressource. Donc j'envoie la ressource à Prince Imrail, qui pourra utiliser sa capacité d'amener dans le top 5 cartes un allié en jeu. Avec ça, on a héritier de Mardil. Quand je l'attache à un noble, ça tombe bien, Imrail est noble. Donc je mets l'héritier de Mardil. Donc lui, tu veux l'avoir potentiellement en main tour 1. L'héritier de Mardil, alors qu'on est dimanche et on n'est pas encore Mardil. Mais bon, soit, on est dimanchil, pardon. Et donc, l'héritier de Mardil, tu veux l'attacher sur Prince Imrail. Si possible, tour 1, c'est encore mieux. Et donc, c'est un petit peu sa lumière de Valinor, si tu veux. C'est quand Theodred va lui envoyer sa ressource, et tu le feras globalement quasi tous les tours, peut-être pas tous les tours, mais quasi tous les tours, parce qu'il y a des tours où tu devras auto-alimenter Theodred. Quasi tous les tours, tu vas envoyer ta ressource sur Imrail, ce qui va avoir pour effet de le redresser, en fait. Quand Imrail va gagner une ressource, après que le héros attaché gagne n'importe quel nombre de ressources, depuis un effet de carte, ce qui est le cas avec l'héritier de Mardil, tu inclines héritier de Mardil et pour redresser le héros. Donc, en gros, le triptyque, c'est Theodred, Imrail part en quête, Theodred le suit juste derrière, il lui balance sa ressource, quand il a sa ressource, l'héritier de Mardil redresse Imrail, ce qui veut dire qu'on a 3 d'attaque derrière ou 2 de défense, ce qui n'est pas négligeable. Donc, toute la combo passe là. Derrière, l'idée du jeu, c'était de swarmer des alliés, donc j'ai 29 alliés dans cette version-ci. J'ai Legolas que dans les versions ultérieures, j'ai passé à 2 exemplaires, voire des fois même 3, quand j'ai vraiment besoin de piocher. Comme je dis, c'est un deck, tu peux vraiment te l'approprier. À la base, j'avais même Elfhelm, qui peut être joué de 2 façons différentes, du coup, comme ça, c'est jamais une ressource morte. J'avais les nains, mercenaires. Mais en gros, l'autre carte qui va avoir un effet impactant sur ce deck, pour swarmer, ça va être une très bonne histoire. En effet, à partir du moment où tour 1, avec tes ressources tactiques, t'arrives déjà à poser éventuellement un défenseur du ramasse,
ou un allié à 2 tactique. Ça peut même être un Pélargir, hein, qui peut renvoyer une ressource sur Imrail ou Théodred. Très très bon allié dans ce deck. Mais en gros, une fois que tu as sorti un allié qui coûte 2, tour 1 avec tes ressources tactiques, tu peux, avec la ressource d'Imrail plus tard dans le tour, si tu es engagé avec un ennemi, ou même pas, hein, tu as toujours une phase de combat, payer un de sa ressource pour essayer d'aller chercher un deuxième allié, le poser sur table, et puis derrière faire ton très bonne histoire. Alors très bonne histoire, j'aime bien le faire au début de phase de combat, si ça va être un combat léger, sinon j'essaie de gérer peut-être avec ce que j'ai, ou alors à la fin du tour. Ça peut être aussi des fois en début de tour, si tu sais que ça va être un tour relativement facile, tu peux éventuellement faire en début de tour, pourquoi pas, pour essayer d'aller chercher de la quête. Mais donc, la pierre angulaire de ce deck, c'est vraiment Héritier de Mardil, les 2 héros qu'on a ici, Théodred et Imrail, avec l'héritier de Mardil. Donc, et Very Good Tale, donc une très bonne histoire. Tout ça va vraiment être ton bread and butter, si tu veux. Ça va être le sel et le beurre de ton jeu pour ton deck. Alors, bah, tu me dis, c'est bien beau tout ça, mais ces cartes-là, je les ai pas. Éowyn, on ne l'a pas. Et Legolas, on l'a pas. Ok. Et c'est pour ça que je voulais en venir dans cette vidéo, te proposer. Alors là, on avait déjà fait une version et entre les deux, j'avais changé mon deck pour amener beaucoup plus d'alliés. Gondor, parce que oui, ce deck se prête très très bien à faire un deck Gondor en fait, même si t'as pas Boromir. Et donc, j'en arrive à la dernière version en date, qui a déjà eu un petit peu je t'invite à rajouter des petits cœurs et des petites étoiles sur ce lien que je mettrai dans le descriptif pour booster sa vue. Non, en vrai, on va terminer avec cette édition révisée. Parce qu'en fait, quand on a eu l'event SDA belge qui a eu lieu il y a quelques semaines, j'avais pas de deck sous la main. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en regardant mon deck Prince d'Imrail, j'avais que 4 cartes à retirer de mon deck. En gros, j'ai dû retirer Legolas, j'ai retiré l'anneau magique, j'ai dû retirer 2-3 cartes comme ça pour que mon deck soit légal, édition révisée. Et là, je me suis dit, merde, tu tiens quelque chose. Il faut juste changer. Ah oui, Éowyn également. En fait, je me suis dit clairement que le premier candidat, c'était Mablung. Je vais tellement être orienté combat qu'engager des ennemis, c'est une ressource gratos quasi tous les tours pour moi. Et cette ressource, elle est super importante parce qu'elle va permettre de payer les alliés qui coûtent 3 et qui quêtent beaucoup plus facilement en fait. Et j'ai trouvé, après test, certes mon deck moins fort d'entrée de jeu parce que j'ai pas cette puissance de quête, je passe de 7 à 5. Par contre, en multi, si t'as quelqu'un qui quête bien avec toi, d'entrée de jeu, Mablung est plus intéressant qu'Éowyn. Alors, Éowyn a un gros avantage aussi, c'est de pouvoir gérer un très gros ennemi d'entrée de jeu en tapant à 10. Mablung ne fera pas ça. Par contre, Mablung, tout au long de la partie, va t'amener une quantité impressionnante de ressources. Et donc, je vais te présenter ici, à nouveau, le sideboard, n'y regarde pas trop, c'est un bac à sable. C'est vraiment pour tester, me faire plaisir. Mais ce deck, tu peux te l'approprier de toutes les façons. Si tu aimes bien jouer Gondor, pars sur du Gondor. Moi ici, j'ai mis des petites sucreries, comme le mercenaire nain, mais tu peux vraiment, et à l'event, c'est ce que j'ai fait, je suis parti sur une configuration beaucoup plus orientée Gondor, un peu comme celui-ci, mais en poussant encore un peu plus loin. Donc, Mablung a remplacé Éowyn. Mablung, il va avoir cette capacité que dès que tu te fais engager par un ennemi, une fois par phase, et par phase c'est quand même intéressant, parce que des fois tu vas te faire engager en dehors de la phase de combat, sur certains scénarios, de générer de la ressource. Cette ressource, elle sera jamais perdue. Tu as tellement de cartes à payer en tactique qu'elle sera jamais perdue. Ensuite, tu as les... Oh là, j'ai oublié une carte super importante dans ce deck. Comment ça se fait qu'elle est pas dedans? Oh là. Mais c'est de la merde ton deck, Aurakis. Tu n'as pas mis les... Je n'ai pas mis l'allié... qui est le plus important, un des alliés le plus important du deck. Il n'est pas dans la liste. Je n'ai pas mis les émissaires de Pélargir. Alors, ils doivent être dedans, auto-include. Hein. Donc, mets des petits pouces vers le bas si cette vidéo t'a déplu. Donc oui, je vais quand même la continuer hein, parce qu'elle est commencée. Mais oui, tu veux les émissaires de Pélargir dans ce deck, hein, obligatoirement. Donc, Mablung va te permettre de générer des ressources. La même combo existe. Hein. Imrail, Théodred et les héritiers de Mardil, tu vas le jouer parce que c'est une carte qui est dans les défenseurs du Gondor de toute façon. Et alors tu as aussi toujours Very Good Tale qui fait partie du deck nain. Donc si tu as une collection déjà un petit peu plus peaufinée, les 4 cartes importantes pour lancer l'auto-in-tap et la génération d'activation de ressources de la capacité du prince Imrail, tu les as. C'est Imrail, Théodred, l'héritier de Mardil et Very Good Tale. Et j'ai même envie de dire que l'héritier de Mardil, si tu veux rajouter des alliés à la place et ne pas utiliser
2 fois Imraïl, c'est dommage, mais si tu veux ne pas perdre 3 places, tu ne mets qu'en une fois et tu rajoutes 2 alliés. C'est tout à fait viable. Ce sera juste ta petite sucrerie sur Imraïl. Et ça fait 2 cartes qui ne sont pas mortes dans ton deck. C'est tout à fait jouable. C'est juste que d'entrée de jeu, tu n'auras pas cette espèce de lumière d'Alinor de pouvoir utiliser Imraïl pour autre chose. Parce qu'Imraïl, à nouveau, si tu veux l'utiliser comme défenseur, bah, tu rajoutes des boucliers de Gondor et tu peux l'utiliser comme défenseur derrière. Mais j'ai remarqué que c'est un deck qui aimait bien avoir des alliés. Donc, au niveau des alliés, 3 émissaires de Pélargir, ne les oublie pas, ils sont pas dans la liste, je sais pas ce que j'ai foutu, il faut que j'édite le deck. Mais il y a 3 émissaires de Pélargir dans ce deck, c'est obligatoire. Je vais les ajouter tout de suite parce que ça me fait mal à la chicha. Pélargir, parce qu'ils sont dedans, ils sont clairement dedans. Je vais prendre les versions du Gondor à 2 points de vie, non, ils n'ont quand même que ça. Donc voilà, et je vais virer par exemple le nain, parce que voilà, il n'est pas Gondor. Je vais virer un archer, non pas celui-là, un des gros archers qui coûte cher, je les ai déjà enlevés. Je pourrais enlever un Errand Rider, passer à 1, c'est pas déconnant. Je pourrais même enlever les 2 parce que en solo, t'as pas spécialement besoin, oui, pour sortir Faramir éventuellement, mais honnêtement, vu que Faramir n'est qu'en une fois, je pense que je vais tout simplement virer le dernier Errand Rider et plutôt le garder lui pour du multi. Donc voilà, je vais éditer et sauvegarder ce deck avec les Pélargir. Voilà. Donc, on repart. Ce deck, niveau des alliés, une grosse quantité d'alliés. Comme je dis, tu peux passer à 30 alliés. Je pense qu'il te faut au moins 28, je dirais que c'est 28, 29, 30, c'est bien. Parce que tu veux que tes Very Good Tales tes très bonnes histoires soient rentables. Donc, on va commencer par les alliés. Les alliés dans le deck. Je suis parti ici sur une optique un peu plus Gondor pour l'event. Et à nouveau, en parlant de Gondor, on va y venir dans les attachements, tu pourrais éventuellement avoir plus de commandements visionnaires. Donc, j'ai mis Angbor parce que, Angbor, alors oui, il coûte 2 de commandement, mais à terme, il amène quand même 2 de quêtes. Et t'as quand même envie d'avoir de la quête dans ce deck. Et franchement, amener 2 de ressources sur Théodred, c'est l'histoire d'un tour. Hein. Tu auto-target Théodred avec sa capacité et tu lui envoies sa ressource sur lui-même. Et le tour prochain, tu peux payer, tout simplement. C'est quelque chose que je faisais régulièrement pour garder le nain en jeu, par exemple. Donc, Angbor, parce qu'il va quêter à 2, tout simplement. Derrière, on a 3 défenseurs du ramasse. Les défenseurs du ramasse, c'est pour moi un must-have dans ce deck. C'est une défense à 4 et c'est très très bon. Surtout que derrière, avec une autre carte, on va pouvoir un petit peu les protéger. Les émissaires de Pélargir, j'avais oublié, mais clairement c'est dans le. J'ai tout de suite tilté parce que clairement c'est une des meilleures cartes que tu peux avoir dans ce deck. Les émissaires de Pélargir parce qu'ils permettent de renvoyer des ressources éventuellement sur Théodred ou sur Imraïl. Donc et potentiellement tour 1 de sortir un deuxième allié tactique par exemple, ou Angbor par exemple, parce que tu mets ton émissaire de Pélargir, tu les payes avec tes 2 ressources tactiques, t'envoies la dernière ressource sur un noble ou un Gondor, Théodred est noble, il a ses 2 ressources, il peut payer Angbor. Donc tu vois que eux ils sont ultra importants, faut pas les oublier. Faramir en une fois, tu pourrais monter Faramir si tu veux, là je l'ai mis en une fois sucrerie, sur une quête où j'ai vraiment besoin de quêter, j'aurais peut-être tendance à dire que allez ok, je le mets en x2 ou en x3 et tant pis, mais j'aime pas avoir des doublons dans mes decks. Et donc, alors ici, ce serait un doublon sans lettre parce qu'il sera toujours utile avec la capacité d'Imraïl. Et au moins, tu es sûr de l'avoir rapidement. C'est pas déconnant si tu arrives à bien gérer tes ressources sur Théodred. Ensuite, on a, et j'ai envie de dire que c'est même plus facile ici avec la configuration Mablung parce que tu seras peut-être pas obligé de dépenser tout le temps la ressource d'Imraïl. Tu pourras te baser sur les ressources que Mablung va gagner. Ensuite, tu as les archers de Galadon. Alors, ils ne sont pas Gondor, mais ils sont tellement sympas. Ils coûtent 2, ils sortent rapidement, même tour 1 avec les émissaires de Pélargir éventuellement, ou même simplement avec leurs 2 ressources, pardon. Ils sortent très facilement. Et donc, ils sont à distance pour les copains. Ils permettent aussi, et ça a l'air bête, mais en solo, un ennemi qui est en ZC, ils permettent de prendre un point de dégâts, de mettre un point de dégâts dans la zone de cheminement au moment où tu le poses en jeu. Donc eux, franchement, je les aime bien. Ils sont guerriers et ils vont sortir des 2 façons, en les payant ou avec la capacité d'Imraïl. Ensuite, très très bon également en multi. Lancier gondorien. Oui, lancier gondorien, à nouveau, si tu les couples en plus. Imagine que tu mets eux tour 1.
qui vont fléchir un gars dans la ZC, que derrière t'as les Gondoriens qui arrivent et que l'ennemi n'avait que 2 points de vie, bon, au moment où il va le bloquer, ça plus ça leur fait leurs 2 dégâts. C'est rare hein, d'avoir des ennemis à 2 points de vie, mais ça peut arriver. Et quand il arrive, franchement, c'est confort, c'est caviar. Mais voilà, à nouveau en multi, quelqu'un qui est sentinelle, qui coûte 2, que tu peux sortir tour 1, qui marche sur la capa d'Imraïl, qui en plus est Gondor et qui va booster éventuellement si tu joues le commandement visionnaire, la quête, au moment où tu as éventuellement en as besoin. Ce n'est que 1, mais ça peut faire la différence. Voilà, en fin de partie, ça peut faire un gros rush de quête. On a également, je te parlais de garder en vie les défenseurs du ramasse, les gardes d'honneur. Honnêtement, si tu te sens que tu es un peu léger, passe-les à x3. C'est pas déconnant. Enlève autre chose et mets-les en x3 parce qu'ils sont très très bons et notamment ils ont 3 points de vie et peuvent encaisser des dégâts directs et surtout ils vont garder tes héros ou tes alliés en vie en fait tout simplement. Donc ouais, je les passerai éventuellement volonté très très bien en x3. J'ai dans cette version-ci, une version un peu plus gondorienne, mis les soldats de Dolarmot pour la simple et bonne raison que ils ont pas des stats magnifiques, mais ils ont 2 points de vie, ils encaissent des dégâts directs. Et surtout, la prochaine carte que je joue, qui est tactique, la prochaine carte tactique que je vais jouer ce tour-ci, va avoir son coût réduit de 1. Donc si je les joue tour 1, avec leurs ressources à eux, je peux potentiellement rejouer un allié qui coûte 2, si j'ai assez de ressources. Donc si j'ai 3 ressources sur eux, pour 3 ressources, je peux mettre 2 alliés. Et donc ils sont vraiment là pour du trash, tout simplement, et avoir ce petit effet qui se coule de potentiellement, et surtout avec ma bloom, d'avoir facile mettre 2 alliés tactiques sur un seul tour. J'ai les soldats du Gondor qui sont excellents parce que quand les soldats du Gondor rentrent en jeu, et donc ça marche avec la capacité d'Imraïl si je ne dis pas de bêtises, quand ils vont rentrer en jeu, je vais regarder les top 5 cartes de mon deck et je vais prendre des alliés Gondor et les ajouter à ma main. D'où l'intérêt avec eux d'avoir beaucoup d'alliés de Gondor. Alors, en effet, ils vont être plus durs à payer avec les ressources de Théodred parce que ils coûtent 2, c'est le même problème qu'Angbor. Il peut malgré tout sortir tour 1 avec un émissaire de Pélargir, mais la grosse capacité de ce truc-là, c'est d'aller chercher, de meuler un peu mon deck si tu veux. Au moment où il rentre en jeu avec la capa d'Imraïl, je vais pouvoir le trasher, et derrière, ou attaquer avec, et derrière avoir rajouter un allié Gondor dans ma main. En plus, au-delà de 40 de menaces, tu prends tous les Gondor dans ta main. Donc franchement, c'est très très bon. Ça, c'est pour moi un des meilleurs alliés Gondor qui est sorti du jeu. Quand tu veux faire un deck Gondor, tu les mets automatiquement. Ils sont très très bons, ils ont des stats excellentes pour leur coup. Ils ont 1 partout, 2 points de vie. Ils sont très 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 bons. Ne passe pas à côté. On a ensuite les écuyers de la citadelle. Ça, c'est globalement la fin de gratos du deck. Parce que Imraïl, quand il a une ressource, tu vas chercher ce pays-là, avec sa capacité, et tu récupères ta ressource sur un de tes 2 Gondor. Donc pas Théodred, il pourra pas la récupérer avec lui, mais bien sur Imraïl ou Mablung. Et donc c'est super intéressant parce que c'est une feinte en fait, c'est une feinte mais gratos. Et donc parce qu'il a dépensé sa ressource ici, mais il la regagne de l'autre côté. Donc c'est une feinte gratos, c'est meilleur qu'une feinte entre guillemets dans ce deck. Donc franchement eux, je les avais enlevés pendant tout un moment, mais en partant sur une optique plus Gondor, le fait qu'ils peuvent trasher et ne rien coûter globalement, c'est caviar, c'est très très bon. Et le petit dernier, il n'est pas Gondor, mais il est excellent. Une des meilleures cartes tactiques pour moi en allié, c'est les lanciers de l'Westfold. Ils coûtent 3 et franchement, dans cette configuration avec Mablung, c'est très facile à sortir. Ils ont 2 de quête en fait. 2 de quête, 2 points de vie, 2 d'attaque. Ils peuvent faire des dégâts quand tu fais un succès de quête et aller achever un ennemi. Et ça a l'air anodin comme ça, parce que tu vas pas souvent avoir envie de les tracher et de perdre 2 de volonté. Mais si tu as un gros ennemi qui t'embête en ZC, que tu as joué tes archers un tour précédent, qui a mis déjà un point de dégâts sur un ennemi qui aurait 3 points de vie, quand lui va faire un succès de quête, tu vas pouvoir le tracher pour rajouter 2 points de dégâts à cet ennemi et potentiellement peut-être le virer de la ZC. Un ennemi qui pourrait pas être enlevé de la ZC, qui aurait 3 points de vie, avec la combinaison des archers de Galadon et de l'Westfold, tu peux le tracher, en fait, tu peux le tuer, au prix de perdre un allié qui a 2 de trucs. Mais voilà, c'est pas d'omelette sans casser des œufs, mais il est vraiment... il est excellent cet allié, il est excellent. Dans les attachements, on a les remèdes du Nodin. Oui, j'ai mis 3 remèdes du Nodin parce que ce deck, malgré qu'il a quand même des alliés avec 2 points de vie, il en a aussi pas mal avec 1 point de vie, pouvoir soigner mes héros, c'est pas perdu. Et vu que la ressource est quand même relativement fluctuante dans ce deck, c'est intéressant d'avoir les remèdes du Nodin pour prendre des dégâts directs sur mes héros plutôt que sur mes alliés. Et couplé avec les gardes d'honneur, c'est une façon d'avoir du soin, parce que c'est un des gros points négatifs du jeu, c'est que t'as pas vraiment de ces 2 sphères-là, c'est que t'as pas vraiment de soin. Ensuite, je t'en ai déjà parlé, Héritier de Mardil. Tu la joues pas, en fait. Je te dis que si tu as pas envie de la jouer, mets-la au moins une fois, en x1, parce que tu seras content de l'avoir sur Imraïl. Vraiment. Si tu préfères avoir un peu plus d'alliés, et moi c'est
souvent plus en plus vers ça que je me retrouve, bah c'est sympa de l'avoir. Mais c'est vrai qu'avoir lui tour 1 qui se redresse, c'est confort quand même. Par contre, derrière, tes doublons de cette carte-là ne te servent à rien. Et c'est à toi de trouver la balance. Au corps du Gondor. Le corps du Gondor est très intéressant sur ce deck, dans le sens où tu peux le mettre éventuellement sur Théodred. Et quand un héros va être, enfin quand un personnage va être détruit, hein, donc pas quitter le jeu, pas défausser, détruit, donc bloquer une attaque et mourir, tu vas pouvoir gagner une ressource sur le héros attaché. C'est une carte qui est ultra sous-estimée. Dans un deck où tu as du trash, cette carte, c'est meilleur qu'un intendant du Gondor pour moi. Elle est énorme, cette carte. Elle est vraiment, vraiment très, très forte. Et donc voilà, c'est un moyen de générer de la ressource. Ici, je l'ai mis en x2. Je pense qu'honnêtement, je pourrais la passer en x3, tellement ça n'a pas de prix de pouvoir générer de la ressource comme ça. C'est très intéressant, notamment si tu pars sur une optique de le mettre sur Théodred pour sortir Faramir plus rapidement et avoir plus de quêtes. C'est très très bon. Donc voilà, à nouveau, pas obligatoire, vraiment surtout quand t'as Mablung, mais c'est une sécurité financière si tu veux. Maintenant, j'ai remarqué sur une de mes parties que il me servait plus à rien en fait. Tellement j'accumulais de ressources et que j'avais plus de cartes en main. Il était moins intéressant. Donc en une fois, peut-être en sucrerie, pourquoi pas. En 3 fois, si t'as vraiment envie de jouer avec 3 Faramir et 3 Legolas, plus tard quand il arrivera peut-être un jour, l'allié, ou des gros alliés, genre Deorwyn, et des gros alliés comme ça, ben à ce moment-là, rentre-le parce qu'il est très intéressant pour générer de la ressource. C'est une carte qui encore, je trouve, depuis qu'on a, c'est vrai que par rapport à l'intendant du Gondor, voilà. Mais je la trouve très très bonne parce qu'elle ne coûte que 1. Et sur un deck où tu vas avoir du trash, elle est super rentable, vraiment. Même dans un deck Sylvain, je pense que cette carte, elle est super rentable. Un deck Sylvain avec du tactique dedans, c'est super rentable. Veille secrète, il y a pas photo, c'est un moyen de diminuer ta menace. Il y a pas de Gandalf dans ce deck, donc Secret Vigil, c'est un moyen, et en plus en multi, très content que tes potes puissent en bénéficier. Et c'est un peu une quête masquée parce que tu as un -1 de menace sur l'ennemi qui est attaché. Donc quand tu mets ça sur un ennemi dans la ZC, il a un -1 de menace, donc c'est comme si tu étais à +1. Donc voilà. Carte qui a fait ses preuves, hein, je veux dire en tactique, c'est quasi du must-have pour moi parce que ça gère ta menace, tout simplement. Là, flèche rouge, super intéressant, ça coûte 1, ça booste ta quête de 1 et ça va booster le fait que tu vas swarmer de l'allié. Donc très intéressant, ne fût-ce que pour le boost, et moi je joue principalement pour le boost de volonté. Hein. Je cherche à avoir de la volonté dans ce deck. D'ailleurs dans la version normale, j'avais l'allié Pipin en tactique, c'est pas pour maintenant, hein, tout de suite pour vous, mais qui est très intéressant parce qu'il quête à 2 par exemple. Donc moi je jouais des cartes comme ça pour booster la volonté. Elle est là principalement pour le +1 de volonté. C'est rare que je trash ma flèche rouge pour l'effet d'aller chercher le top 5 cartes après une carte et la mettre en allié en jeu. C'est très fort par contre, hein, donc hop là, c'est très fort. Mais voilà, il faut quêter avec succès et mettre la flèche donc dans la pile de victoire pour chercher le top 5 cartes de ton deck et aller chercher un allié et le mettre en jeu. C'est très très fort, hein, parce que potentiellement tu mets un Faramir ou un Legolas gratos en jeu. Enfin ici il n'y a pas Legolas, donc on va dire Faramir. C'est super balèze en fait, hein, mais voilà, moi c'est principalement pour le boost de quête qu'elle est dans le deck. Commandement visionnaire, oui. Alors là, ici je l'ai mis qu'en une fois, je pourrais la passer en x3. Parce que j'ai beaucoup d'alliés Gondor et je pourrais, en me disant que l'héritier de Mardil passe en x1, passer mes commandements visionnaires en x3 pour essayer de l'avoir elle rapidement parce que ça c'est un gros boost de quête. Déjà eux deux vont quêter à 1 de plus, mes 2 héros. Ensuite j'ai Angbor, j'ai les ramasses, j'ai donc ça fait 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, potentiellement 13 si j'en rajoute 1, donc on va rester à sur 10, 13, 16, 17, 18, 19, j'ai 19 et 20 facilement en rajoutant un garde d'honneur, allié, Gondor, plus mes 2 héros. Donc franchement, le commandement visionnaire, ici je l'ai mis qu'en une fois en sucrerie, voilà, il sort, je suis content de l'avoir. Si c'est Faramir à la place, c'est bien. Par contre, si tu arrives à faire un deck où tu mets les deux, franchement, tu commences vraiment à quêter comme un gros porc. Les tests que j'ai faits où j'avais plus de commandants visionnaires ou Faramir à table, c'était pas un problème du tout la quête pour un deck qui est pas spécialement dans 2 sphères qui quête spécialement bien à la base. Donc voilà. Dans les events, ici il y en a que 3. C'est la très bonne histoire qui est vraiment très très bien. Je t'expliquais, c'est une des pierres angulaires du deck. Dans un deck où tu swarmes, rajouter ces cartes-là. Alors des fois tu vas toucher, des fois tu vas pas toucher, des fois tu vas défausser de très bonnes cartes, des fois pas. Mais c'est globalement très bon. Il faut juste apprendre à de temps en temps, peut-être la jouer fin de tour quand
plutôt que de prendre le risque. Moi, ça m'est déjà arrivé de la jouer en phase de combat en me disant, allez, je tente le coup. J'incline 2 alliés et je n'en récupère qu'un derrière. Ça m'est déjà arrivé, ça peut potentiellement t'arriver. Donc, quand des fois t'as le choix, voilà, peut-être le faire fin de tour, quoi. Sacrifice héroïque, on pioche pas beaucoup dans un cas. Tu l'as remarqué, surtout qu'on perd Legolas en allié. Et donc, mes 2 seules cartes qui vont me faire piocher dans ce deck, outre le fait qu'Imrail meule mon deck et que j'ai les soldats du Gondor, mes seules façons de piocher, c'est le sacrifice héroïque. Donc, tracher une unité qui quitte la table, et là c'est quand elle quitte la table, donc qu'elle soit défaussée, renvoyée dans la main, tuée au combat, ça va fonctionner. Je dépense une ressource de Théodred et je pioche 2 cartes. C'est corset, c'est cher par rapport à une rune de Dairon, mais ça marche. Et quand t'as pas le choix, c'est une carte qui rentre toujours parce que t'as besoin de piocher inévitablement. Et l'autre carte qui me sert de pioche, c'est nous ne sommes pas paresseux. Oui, nous ne sommes pas paresseux marche même si tu n'as pas de nain, parce que tu peux dans un premier temps incliner X héros nain pour ajouter une ressource à un héros et puis piocher une carte. Donc tu n'es pas obligé de remplir la première condition pour faire la deuxième. Et donc je peux très bien la jouer, ne pas incliner de personnages nains et quand même piocher une carte. Donc elle est là fictivement pour réduire la taille de mon deck à 47 en fait, tout simplement. C'est du trick bien connu pour simplement fictivement baisser la taille de ton deck et piocher les autres cartes à la place en fait, tout simplement. Donc voilà, dans le sideboard, on va en parler. Le sideboard, c'est comme je te dis, un gros bac à sable. Si tu as envie de jouer moins Gondor, mais de rajouter eux qui sont excellents en multi, les archers ou les tireurs d'élite de la Lorien, eux ils sont excellents. Je veux dire, au tour ils arrivent en jeu, c'est comme s'ils avaient 5 attaques, ils vont enlever 2 de la défense d'un personnage en jeu, d'un ennemi en jeu, et en plus ils peuvent attaquer à distance, donc ils peuvent le faire chez un copain. Ils sont énormes. Moi, à l'event, je les jouais en x2 ou x3 parce qu'ils sont très très bons. Si tu veux un peu plus de puissance d'attaque, à nouveau, tu peux jouer, et moins jouer Gondor, tu peux jouer les Riddermark, le chevalier du Riddermark. Ils sont excellents. Ils ont des stats énormes. Pour 2, ils ont 2 points de vie, 2 d'attaque, et franchement, moi, j'en demande pas plus. Ils font 2 choses, mais ils le font bien. Et ils ont, en plus, la possibilité, en les défaussant, en les perdant à la fin du tour, de, avoir un plus 2 d'attaque. Donc, ils peuvent potentiellement un tour attaquer à 4. Tu as les bons vieux, si tu veux jouer Gondor à fond, tu as éventuellement les capitaines de navires de Pelargir qui, ont des très bonnes stats pour leur coup, 1 de volonté, 1 d'attaque et 2 points de vie. Et qui vont, en plus, quand ils rentrent, te permettre de déplacer une ressource d'un de tes héros vers un autre de tes héros. Donc, éventuellement, de déplacer une de tes ressources pour alimenter Théodred ou alimenter Imrail, par exemple. Donc, il fonctionne. Éventuellement, il coûte 2, c'est vrai. Mais voilà. Ensuite, tu as les archers de Verbois. Les archers de Verbois, ils sont Sylvain. Non, ils sont pas. Pardon, ceux-là il faut pas les mettre. C'est pas ceux-là que je voulais mettre, c'était les autres. Je ne sais plus c'était quoi le nom, mais c'est pas ceux-là. Mais eux, ils peuvent éventuellement rentrer pour une optique multi éventuellement. Parce qu'il y a juste que leur trait ne fonctionnera pas avec Imrail. Donc c'est pas ceux-là que je voulais mettre. Je ne sais plus c'était lesquels. Soit il y a les messagers à chevaux qui sont très très bien dans le sens où ils vont pouvoir redispatcher les ressources vers les copains ou vers Théodred pour payer Faramir ou des alliés qui coûtent 2. Donc ils sont très très bien. Entre eux et les écuyers de la citadelle, c'est à toi de choisir. Vraiment, les deux sont très très bien et ils serviront de trash au besoin. Tu as, comme je disais, les mercenaires nains qui fonctionnent très bien. Je les mettrais plutôt qu'en x1 ou alors tu les mets vraiment en x3 parce qu'ils ont des stats super intéressantes et qui peuvent vraiment bloquer des attaques. Donc ils marcheront toujours sur la capacité d'Imrail. Par contre, quand tu en auras 2 ou 3 dans ta main, avec Théodred, tu ne seras pas les garder en jeu. Donc c'est un peu redondant. Je dirais que 1 en sucrerie, c'est intéressant. D'Eowyn, c'est cher, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que la ressource commandement, tu vas l'avoir avec Théodred de temps en temps. Et donc, tu pourras éventuellement annuler un effet d'ombre. Et 4, dans cette configuration-ci, avec Mablung, 4, tu vas les sortir assez facilement. C'est pas quelque chose d'anodin dans ce deck. Et si à un moment tu fais nous ne sommes pas une très bonne histoire avec 2 alliés à 2, potentiellement tu peux ramener lui à 4 derrière, qui a quand même une belle capacité de défense. C'est à toi de voir, tu t'appropries le deck comme tu veux. Comme je dis, le sideboard, il est vraiment là pour donner des idées. Le capitaine du Gondor, pareil, tu peux le mettre sur un héros. Peut-être que ton Imrail, quand tu joues Imrail avec le Destrier de Mardil, il sera content de bloquer à 3, par exemple, avec 4 points de vie. La pierre de Célébriant, t'as peut-être envie de rajouter un chouïa de volonté à ton deck, sans passer par la pierre de vision, la pierre le commandant visionnaire, peut-être qu'une pierre de Célébriant, c'est pas déconnant. À toi de voir. Des crams, oui, pourquoi pas mettre des crams dans ton deck. Si t'es en multi, que t'as des héros que t'as vraiment envie de détaper, c'est intéressant, éventuellement, ça coûte rien. Le bouclier du Gondor, je te le disais, t'as quand même ici 2 héros Gondor, pourquoi pas inclure 1 ou 2 boucliers du Gondor, parce que sur eux,
s'il part pas en quête, ou en tout cas au moins 1 sur Imrail si tu le joues avec la combo Madril, ben ton bouclier de Gondor, Imrail peut tanker à 4, éventuellement à 5 si tu as en plus mis un capitaine du Gondor. Donc tu peux mettre le capitaine du Gondor, le bouclier du Gondor, un héritier de Mardil sur Imrail, et tous les tours il va pouvoir quêter et tanker une attaque à 5. Donc c'est à toi de voir vraiment. La verge de l'intendant, on la caresse comme on veut, au passage, et donc elle s'attache à un héros Gondor, pas de problème, hein, ça coûte 0, et quand tu dépenses de ressources, tu pioches une carte, ça c'est très très bon sur Mablung par exemple. En une fois, c'est pas déconnant, tu la mets sur Mablung, elle sort pas, ta verge sort, elle prend l'air, elle est contente, si elle sort pas, tant pis, elle reste dans le pantalon. Et donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, c'est une solution de pioche, et avec Mablung, franchement, 2 de ressources, c'est pas déconnant. Les commandements visionnaires, comme je te disais, si tu as envie de passer à 3 sur une optique full Gondor, ça marche également, c'est un petit peu plus lent que si tu avais commencé ton deck avec 2 alliés, avec 2 héros commandement, mais à terme, de toute façon, c'est pas au début de la partie que tu as envie de poser ça, tu préfères peut-être d'abord poser des alliés. Donc voilà, et ensuite, recueillir des informations, c'est toujours une carte qui est ultra intéressante, dans le sens où, justement, dans ce deck-ci, si tu n'as envie qu'avoir que d'un seul héros de Mardil, que d'un seul commandement visionnaire, potentiellement, cette carte-là te permet d'aller les chercher. Donc voilà, il faut tester, t'approprier. C'est un deck, moi, qui est en constante évolution, mais je voulais te le présenter parce que je trouve qu'en termes de deck d'édition révisée, ça, et en plus si tu le couples avec un deck Gondor, en plus imagine tu as un deck Gondor avec 2 héros commandements dont 3 commandements visionnaires, toi tu vas gagner de la place dans ton deck, tu vas pouvoir virer les commandements visionnaires, et vous allez pouvoir vous faire vraiment 2 très bons decks Gondor qui vont vraiment bien marcher, parce qu'imagine que de l'autre côté t'as Boromir et 2 autres personnages Gondor, j'imagine, on pourrait imaginer Damrod, je sais pas si vous l'avez déjà eu, ou en tout cas il devrait pas tarder à arriver, je suppose, ou quelqu'un d'autre, 2 autres héros dont un qui serait en commandement, tu peux commencer à faire le café sévère en fait, hein. Donc je pense que ce deck-là, il se couple merveilleusement bien avec un deck Gondor, et qu'il y a vraiment moyen de faire du gros boulot à table. En tout cas, moi, c'est un de mes decks préférés. C'est une de mes plus belles créations avec Panzer, que je reviendrai représenter peut-être un jour, parce que j'ai des idées pour Panzer de le ressortir. Et donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Je suis un peu rouillé, je t'avoue. N'hésite pas, je vais mettre les liens en commentaire, à aller me taper des petits des petits pouces sur mon deck. C'est un deck que moi j'adore jouer, qui est très très fun. La capacité d'Imrail, c'est vrai que tu remélanges beaucoup ton deck, mais je la trouve super fun à jouer. Ça donne une autre vie au deck tactique, je trouve. Franchement, Imrail, c'est un de mes héros préférés. Et voilà, je voulais te présenter un petit peu mon take-on sur ce deck. Alors c'est pas un deck ultime, mais c'est un deck très fun à jouer, qui marche en solo, sur des scénarios plus légers, parce que 5 de quête d'entrée de jeu, c'est pas beaucoup. Mais voilà, ça fonctionne. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Si tu veux voir une autre vidéo de ce type deck tech, je vais ressortir le Panzer, parce que j'ai vraiment envie de présenter une autre version de ce deck, une version un peu turbo si je puis me permettre. Donc voilà, dis-moi si ça t'a plu. Je vais refaire un petit peu, je pense, peut-être un peu plus régulièrement des vidéos SDA, parce que l'event m'a redonné envie de tout ça. Le fait de diminuer également ma ludothèque en nombre de jeux me donne vraiment envie de récupérer du Seigneur des Anneaux, et donc ça c'est plutôt une bonne chose, parce que j'en reviens peut-être à mon premier amour, un amour de plus de 10 ans, enfin pas loin de 10 ans je pense, 10 ou 9 ans me concernant. Et donc voilà, mets des petits pouces vers le haut si cette vidéo t'a plu, mets des commentaires si tu as testé le deck, si tu as envie de le tester, si tu l'as testé surtout avec un autre deck Gondor à côté, ça m'intéresse énormément de voir comment il s'en est tiré, et de voir si ça te donne des idées ou pas, et voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, c'est toujours avec plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jeux, beaucoup de belles parties à vous, et je vous le souhaite, des belles victoires sur le fil. Allez, on se dit à très bientôt sur la SDA JCE TV. Ciao ciao ciao.